Je pense qu'il est temps maintenant de donner la parole à André Chiang, qui, depuis maintenant 15 ans, nous fait une intervention de synthèse de nos différents travaux. Pour la première fois en 15 ans, il n'est pas parmi nous, mais les problèmes de quarantaine sont tels qu'il est obligé d'être à Pékin. J'espère que la communication est bien établie et j'aimerais beaucoup, comme d'habitude, chaque année, avoir son mot de la fin. Bien, Monsieur le Premier ministre, je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que je ressens à participer à ce forum aujourd'hui, malgré mon regret de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous. Vous nous avez invités à nous intéresser aux vertiges du monde. À l'issue d'une journée si riche, où des pensées si pénétrantes ont été exprimées sur ce sujet, il m'est difficile de prendre la parole. C'est donc en qualité d'intervenant basé à Pékin et n'ayant plus quitté la Chine depuis plus d'un an que j'exprimerai une opinion dont l'intérêt réside essentiellement dans la vision du monde me parvenant à travers le prisme de mon observatoire. Pour ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 50, les choses étaient simples. Deux idéologies avaient émergé du cataclysme de la guerre, la démocratie capitaliste et le communisme marxiste. Toutes deux avaient leur logique, leur cohérence, leurs théoriciens, leurs partisans. La convergence entre les deux systèmes était impossible, il fallait donc choisir l'un ou l'autre bloc. On avait des phares différents, mais ayant fait son choix, chacun disposait d'un édifice qu'il pensait indestructible, bâti selon une architecture simple, un socle idéologique, un État, une économie. Les liaisons entre chaque étage étaient parfois compliquées, mais chaque étage reposait solidement sur le précédent. Toute la seconde moitié du XXe siècle a vu l'affrontement entre les deux idéologies qui s'est soldé, comme on le sait, par l'incontestable victoire de l'idéologie occidentale sur l'idéologie communiste. Ce triomphe eut son chantre, ce fut Francis Fukuyama et son livre sur la fin de l'histoire, l'avenir paraissait resplendissant. Les États-Unis entraient de plein pied dans le siècle nouveau, avec l'assurance de leur domination dans tous les domaines, la puissance militaire, la supériorité économique, l'avance technologique, sans oublier la force de leur soft power. Hubert Verlin a forgé le terme d'hyperpuissance pour les qualifier. Il y avait bien la Chine dans son coin qui commençait à faire parler d'elle. Appliquant des méthodes empruntées au capitalisme, mais maintenant une idéologie marxiste, elle se présentait comme un objet politique non identifié. Ses premiers succès économiques impressionnèrent, mais sa doctrine politique était illisible pour la plupart des observateurs étrangers. Ne comprenant pas, ils pensèrent que la Chine allait fatalement suivre la seule voie possible, la démocratie occidentale, et il fallait l'y encourager. C'est dans ce but que Bill Clinton accepta l'adhésion de la Chine à l'OMC en l'an 2000. Pourquoi le fit-il malgré les controverses que cette décision suscita aux États-Unis? Il expliqua clairement dans un discours prononcé le 9 mars 2000 à l'université Johns Hopkins, dont je tire le passage suivant: soutenir l'entrée de la Chine à l'OMC, c'est plus que favoriser nos intérêts économiques, c'est la plus importante occasion que nous ayons de créer un changement positif en Chine depuis les années 1970, quand le président Nixon y est allé pour la première fois. Dans le climat de confrontation actuel, on l'a oublié, mais une véritable lune de miel se développa entre les deux pays les premières années de ce siècle. Les Chinois admiraient la supériorité technologique et scientifique américaine. L'armée chinoise fut profondément frappée par la première guerre du Golfe, où les États-Unis remportèrent une victoire écrasante avec des pertes minimes contre l'armée irakienne, présentée comme une des plus aguerries au monde après presque 10 ans de conflit avec l'Iran. Bill Clinton, de son côté, était convaincu que l'intelligence du peuple chinois allait le diriger dans la bonne direction. Cette lune de miel survécut à Bill Clinton avec George W. Bush, malgré les critiques que pendant la campagne électorale, ce dernier n'avait pas manqué d'adresser à son prédécesseur sur sa politique chinoise. La présidence Bush avait pourtant mal commencé, si vous en souvenez, dans les relations avec la Chine. On frisa la catastrophe quand, en avril 2001,
un avion espion américain EP-3 et un chasseur de l'armée chinoise entrèrent en collision au large des côtes chinoises, obligeant l'avion américain à se poser sur l'île de Hainan. La crise qui s'ensuivit fut désamorcée par une habile manœuvre politique, diplomatique, qui montre que lorsqu'on veut éviter la guerre, on y arrive. Mais comme l'écrivait Voltaire, Zadig éprouva que le premier mois du mariage est la lune du miel et que le second est la lune de l'absinthe. Le premier choc qui ébranla la confiance chinoise se produisit en 2008. Ce fut la crise des subprimes. Les États-Unis ont les meilleurs économistes du monde, les meilleures universités et la plupart des prix Nobel d'économie. Comment ont-ils pu se laisser produire une crise d'une aussi grande ampleur qui faillit mettre à terre l'économie mondiale? L'infaillibilité du maître américain était désormais entaillée. La suite allait être une succession d'événements qui allaient éroder de plus en plus le modèle américain aux yeux des Chinois. Ils se sont demandé comment un pays moderne pouvait encore tolérer des tueries d'écoliers, comment un pays si évolué a pu porter au pouvoir un président comme Donald Trump, ou encore comment une administration formée de gens compétents a pu retomber dans l'erreur de s'embourber en Afghanistan alors qu'elle avait encore en mémoire l'exemple tout frais de l'échec soviétique. La Covid a été, comme ailleurs, un révélateur et un accélérateur. Elle a montré le meilleur et le pire de l'Amérique. La mise au point et l'industrialisation en moins d'un an des vaccins Pfizer-Moderna ont montré une fois de plus la supériorité de la recherche et de l'industrie de pointe américaine. Mais comment se fait-il alors que dans ce même pays, on compte aujourd'hui plus de 600 000 morts de l'épidémie? Un temps, les États-Unis ont pu expliquer qu'ils voulaient préserver l'économie en même temps que lutter contre l'épidémie en opposant la poursuite de l'activité en Amérique face à une Chine dont l'économie avait été mise à l'arrêt. Mais depuis plus d'un an maintenant, les Chinois voient leur économie repartir plus qu'ailleurs, tout en ayant maîtrisé la Covid, remportant ainsi une victoire sur les deux tableaux. Au cours de ces 20 dernières années, les États-Unis ont montré qu'ils avaient les meilleurs économistes, la meilleure armée et la meilleure recherche médicale, mais ils ont été incapables d'éviter les crises économiques, un retrait militaire peu glorieux et un désastre sanitaire qui a abouti à un chiffre saisissant. En 2020, pour la première fois depuis plus d'un siècle, l'espérance de vie aux États-Unis a été inférieure à ce qu'elle a été en Chine. Beaucoup s'inquiètent de la situation sanitaire en Europe aussi, car elle ressemble plus à celle des États-Unis qu'à celle de la Chine. Une infrastructure médicale de qualité, mais dangereusement arrivée au bord de la saturation, et des résultats en termes de contagion et de létalité bien moins bons que ceux de la Chine. Comment l'Europe a-t-elle réagi? D'abord par le déni. La Chine n'est plus le pays misérable dont on vantait les médecins aux pieds nus, mais sa croissance insolente a transformé la commisération qu'on éprouvait pour elle en peur devant la rapidité de sa montée en puissance. Et c'est un dilemme cornélien qu'elle pose à l'Europe. Elle démontre qu'il est possible à la fois de maîtriser l'épidémie et de retrouver la croissance, mais au prix de méthodes réputées inacceptables pour des démocraties. Je constate que ce déni prend deux formes. D'une part, on met en doute ses succès dans la maîtrise de l'épidémie, en accusant les autorités chinoises de cacher le nombre réel de victimes, sans reconnaître que s'il est un phénomène que nul ne peut cacher, en dehors d'un isolationnisme dont Corée du Nord est le seul exemple connu, c'est bien la propagation d'une épidémie. D'autre part, on conteste la réalité de ses succès dans la sphère économique en guettant le moindre signe de faiblesse. Mais les faits sont têtus. L'Europe est bien obligée de recourir à des méthodes plus contraignantes pour lutter contre le virus et ses variants. On n'ose pas se poser la question ouvertement, le pass sanitaire français n'est-il pas un premier pas vers le code QR sanitaire chinois qui a fait merveille? Certains qui défilent le samedi dans les rues des villes françaises ne manquent pas de le penser. Les frontières qui paraissaient nettes entre les méthodes chinoises et occidentales commencent à se rapprocher, iront-elles jusqu'à se recouper? Cet écart devenu gouffre entre la théorie et la pratique, entre le discours et la réalité, entre les buts recherchés et les résultats obtenus, sont la première source de vertige que j'identifierai pour le monde occidental. Qu'en est-il des pays émergents? Ils sont devenus le champ de bataille idéologique entre la Chine et l'Occident. La première distribue les promesses d'investissements massifs
sous la bannière Belt and Road Initiative, les pays occidentaux, quant à eux, ne manquent pas de souligner à la fois les lacunes de ces investissements et leurs coûts politiques dont ils décortiquent les risques pour les pays récipiendaires. Lors de la dernière réunion du G7 en juin de cette année en Angleterre, Joe Biden a fait la promesse solennelle de consacrer des milliards de dollars à l'Afrique pour contrebalancer l'influence chinoise. Tout cela fut fort bien dit, mais on ne peut s'empêcher de se demander s'il aurait tenu le même discours si la Chine n'avait pas, dès 2013, lancé son programme dit des routes de la soie, dont force est de constater que c'est le seul programme de développement existant aujourd'hui à l'échelle mondiale. Le président Biden serait également plus convaincant si on n'avait pas devant ses yeux le spectacle de l'Afghanistan. Depuis 20 ans, les présidents américains des deux bords qui se sont succédés ont promis d'accompagner leur immense effort militaire dans ce pays d'une aide au développement non moins importante. Les talibans auraient-ils remporté une pareille victoire éclair si les milliards de dollars déversés pour la constitution d'une armée fantôme avaient été consacrés à développer l'économie du pays? Autre question majeure. Donald Trump avait élevé l'égoïsme au rang de vertu, ce qui n'avait pas manqué de susciter bien des remous parmi les alliés de l'Amérique. Joe Biden s'est empressé de rectifier le tir une fois arrivé au pouvoir avec son fameux America is back. Les actes suivent-ils les paroles? On en revient à cette question lancinante. L'Amérique de Biden est-elle vraiment si différente de celle de Trump? Et qui peut garantir que ce dernier ne reviendra pas? Plus généralement, peut-on compter sur les pays occidentaux pour tirer les pays émergents? Devant la multiplication des variants, on les voit préconiser une troisième dose de vaccin. Sera-t-elle efficace? On n'en est pas sûr, mais il est une certitude, c'est que cette politique va encore retarder la livraison du précieux vaccin aux pays émergents qui ne peuvent l'obtenir que via l'aide internationale. Alors, devant toutes ces considérations, ne serait-il pas judicieux pour les pays émergents de changer de modèle et d'adopter le modèle chinois de développement? La Chine ne demande que cela, pensent de nombreux intellectuels occidentaux, que cette perspective effraie. En fait, ce n'est pas possible, car la Chine n'a pas de modèle. C'est un pays où aucune religion révélée prétendant à la vérité, ni aucune universalité n'a émergé de son sol. La Chine ne fait pas de prosélytisme, elle n'a jamais eu de tentation messianique, elle a simplement suivi une politique adaptée à sa situation, à son histoire, à sa culture. Mais si on cherche à la copier, c'est impossible. On se trompe en pensant qu'elle peut exporter un modèle qui n'existe pas ou donner des leçons au reste du monde. Mais la Chine fait quand même une démonstration, c'est qu'elle est sortie du sous-développement en l'espace de 2 générations, sans compter sur l'aide extérieure, malgré la taille du pays et de sa population. Les dirigeants des pays émergents savent donc que c'est possible, mais il leur faudra trouver leur propre voie. N'est-ce pas là une cause bien compréhensible de vertige? Et la Chine alors? Serait-elle la seule zone épargnée du vertige? Après des débuts chaotiques, elle a maîtrisé la Covid. Après avoir vu son économie plonger, elle l'a fait rebondir. Après un bras de fer féroce voulu par Donald Trump, sa balance commerciale est plus florissante que jamais. Loin de diminuer, les exportations de la Chine vers les États-Unis, comme son excédent commercial, ont augmenté de façon importante. Cette année, une application d'origine chinoise, TikTok, est devenue la plus téléchargée au monde devant Facebook. Et les Chinois ont pu faire atterrir un robot sur la planète Mars. Serait-ce ces succès qui donnent le vertige aux Chinois? Je pense que c'est plutôt un paradoxe qu'elle ne comprend pas. Elle a beau multiplier les réussites, loin de voir sa popularité s'envoler dans le monde, elle la voit s'effondrer. Jamais le soft power chinois n'a été aussi bas. La Chine va-t-elle se refermer? Je ne le pense pas. Car comme l'a dit Kishore Mahbubani, un pays qui se referme s'affaiblit. J'ajouterai que si elle s'isole, elle ne peut innover, et l'innovation est le principal ressort sur lequel compte la Chine pour continuer son développement. La Chine séduisait le monde quand elle était misérable et faible, elle n'y arrive plus maintenant qu'elle est riche et puissante, contrairement à son rival américain dont le rêve a gardé tout son pouvoir de séduction malgré les déboires de l'Amérique. Comment faire pour attirer la sympathie du monde? Cette question est aussi vertigineuse. Ainsi, chaque région a sa source de vertige. Peut-on préconiser une thérapie? Je doute qu'on trouve un remède miracle, mais sans doute peut-on méditer avec profit
un conseil où la philosophie grecque rejoint la sagesse chinoise. La première disait « Gnotis auton, connais-toi toi-même », il fait écho la maxime chinoise « L'homme vulgaire interroge les autres, l'homme de bien s'interroge lui-même ». Je vous remercie. Merci beaucoup, cher André Chiang, pour ce témoignage venu directement de Chine, avec cette conviction qui est la vôtre. Je note quand même dans les discussions que, au fond, on risque de perdre beaucoup avec ce confinement et cette incapacité que nous avons à voyager, parce qu'on le voit sur les entreprises, mais on le voit aussi sur les différents orateurs, à ne pas se voir, à ne pas se parler, à ne pas communiquer. On s'éloigne, on se prend un certain nombre de distances et on a des positions qui sont moins sensibles aux autres partenaires. Et on est aujourd'hui dans cette situation où, notamment avec l'Asie, les contacts personnels, charnels, qui sont quand même l'essentiel de la diplomatie, ont du mal à exister. Et au fond, à ce moment-là, les mécanismes de groupe, voire de propagande, peuvent se développer et on n'a plus forcément cette sagesse des contacts humains qui donne un sentiment, au fond, de profondeur, d'authenticité, et surtout avec un peuple comme le peuple chinois, qui est comme nous, un peuple de grande sensibilité, et qui comprend la communication non verbale, qui comprend nos attitudes. Et quelqu'un qui n'aime pas les Chinois, son attitude, les Chinois, même s'il a des propos élogieux, les Chinois vont le comprendre, parce que c'est un peuple de sensibilité. Mais si on n'a pas cette expression, ce contact les uns et les autres, si on n'a pas des réunions, si on n'a pas des occasions de se voir et de se parler, les distances se creusent et peuvent devenir dangereuses. Alors, je crois vraiment que dans ces échanges aujourd'hui, on a essayé de tracer un certain nombre de pistes qui sont des pistes autour de cette nécessaire compréhension qui va avec de la lucidité sur les pièges, sur toutes les difficultés qui sont tendues et puis sur notamment ces rapports de force qui nous ont été exprimés toute la matinée. Je voudrais simplement, en conclusion, vous remercier les uns et les autres d'avoir participé à cette rencontre, remercier l'ensemble de nos panélistes qui sont intervenus tout au long de la journée, remercier Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe, de sa présence, de la qualité de son propos, de sa densité, qui a été un grand moment de cette rencontre, qui restera, Monsieur le Premier ministre, un point très important dans notre réflexion sur, au fond, les grands enjeux et les pièges qu'il nous faut éviter. Je voudrais dire en conclusion que nous allons les uns et les autres continuer un peu le message qui a été exprimé toute cette matinée, que c'est la coopération qui peut conduire à la paix et qu'il faut chercher à coopérer, ce qui n'est pas facile quand il faut promouvoir le dialogue avec ceux avec lesquels on est en conflit. Mais au fond, un peu la diplomatie, c'est quand même ça, c'est d'aller vers celui avec lequel on n'est pas d'accord pour pouvoir essayer de trouver un vivre ensemble. Ça ne veut pas dire forcément adhérer, ça ne veut pas dire forcément être aujourd'hui de l'autre côté, d'être avec l'autre. Ça veut dire être aujourd'hui attentif à comprendre l'autre pour pouvoir essayer de construire des stratégies de vivre ensemble. Ce n'est pas nouveau, cette situation. Matteo Ricci, ce jésuite qui était allé en Chine et qui a fait des efforts pour comprendre la Chine, a été accusé par les franciscains à Rome d'être trop proche des Chinois, d'être trop proche des lettrés, d'avoir fait des efforts au point de perdre une part de son identité. C'est le processus, le syndrome de Stockholm, qui est souvent celui des adversaires du dialogue. Mais je crois qu'il faut chercher en permanence à comprendre, parce qu'au fond, dans ce monde aujourd'hui où la violence est derrière chaque porte, il est très important d'essayer d'avoir des attitudes
qui, en permanence, choisissent le dialogue plutôt que l'affrontement. C'est un peu la mission qui est la nôtre, avec naturellement le concours des uns et des autres, de vous tous qui assistez à ce forum annuellement, de nos orateurs et de toute l'équipe de la Fondation, avec Olivier Cazenave, avec Serge de Gallet, avec Elisa, avec l'ensemble de la jeune équipe, Solène et les autres qui sont avec nous. Je voudrais vous dire qu'on sera fidèle à cet engagement de chercher la coopération plutôt que la confrontation, de réfléchir en donnant la parole aux uns et aux autres et en faisant en sorte que régulièrement la Fondation pour la prospective et l'innovation assume son devoir de fidélité vis-à-vis du Poitou, vis-à-vis du Futuroscope, et avec cette pensée pour notre fondateur René Monory, fondateur et créateur de cette enceinte. Merci à tous, bonne rentrée et donc à bientôt.